Bonjour Claude Malhuret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président du groupe Les Indépendants République et Territoires, sénateur de l'Allier. Nous attendons le nom d'un Premier ministre, d'une Première ministre. Je l'attends aussi. Il devrait être donné ce soir. Pourquoi est-ce que ça tarde tant? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, compte tenu du contexte, de l'enjeu budgétaire, de l'enjeu pour le pays? Pourquoi est-ce que ça traîne tant? Alors je suis étonné de cette question. Et vous n'êtes pas le seul à la poser, parce que les Français se la posent. On a l'impression que c'est regardez ce qui se passe ailleurs, quand on n'a pas de majorité et qu'on est obligé de faire des coalitions ou des pactes de gouvernement. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Si au cas où Merz serait élu en mois de février, tout le monde nous annonce qu'il mettra 3 mois à faire un gouvernement. C'est pareil dans tous les pays d'Europe où on doit avoir une coalition ou des pactes de gouvernement. Et par conséquent, la spécificité de la France, c'est au contraire de former ces gouvernements très vite. Vous allez, c'était pas le cas la dernière fois, mais si le Premier ministre est nommé ce soir, il aura été nommé en quelques jours. On a tellement l'habitude dans la Ve République d'avoir des majorités très fortes et où le lendemain de l'élection présidentielle, le président dit voilà, c'est un tel Premier ministre. On n'est plus dans cette situation aujourd'hui, mais on n'est pas du tout dans une situation anormale par rapport aux autres pays démocratiques qui mettent du temps à faire leur coalition. Peut-être que je vais du coup reformuler ma question différemment. Est-ce que les politiques sont à la hauteur des enjeux du pays? Puisque ce que nous explique notamment Soisig dans cette émission, c'est qu'il est question de personnes et que tout le monde pense à 2027, alors qu'il y a 3 000 milliards de dettes, alors que notre déficit glisse, alors qu'il faut réformer les services publics, alors que les hôpitaux vont mal, etc., etc., etc. Oui, bien sûr. Comment dire le personnel politique, c'est facile de taper dessus, mais je vous signale que pour la première fois depuis 1958 ou 1962, comme on voudra, pour la première fois, les institutions de la Ve République, qui étaient particulièrement solides et qui permettaient des décisions, qui permettaient des majorités, ne le permettent plus. Et par conséquent, aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale divisée en 3 blocs qui est, d'une certaine manière, ingérable. Et par conséquent, tout le monde, y compris les politiques, se disent, et je sais bien que c'est pas une bonne réponse, se disent ça ne pourra se clarifier que plus tard, et notamment en 2027. Et en même temps, on ne peut pas se permettre. On ne va pas attendre 2027. On ne peut pas attendre 2027 pour le faire. Ouais. Donc la situation implique de nouvelles méthodes de pacte de gouvernement ou de coalition auxquelles nous ne sommes pas habitués. C'est ça qu'on est en train, le nœud gordien qu'on est en train d'essayer de trancher aujourd'hui. Mais si on suit votre raisonnement, il aurait fallu passer encore plus de temps à trouver un Premier ministre. C'est presque trop tôt aujourd'hui, parce que si on écoute ce qui s'est dit hier au Conseil des ministres, le socle, il n'a pas été élargi. Pour l'instant, les socialistes ne sont pas avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que il va falloir plus de temps. Mais ce temps, ça va être celui du Premier ministre. Ça va pas être. C'est pas le président de la République. Mais c'est une indication politique déjà de choisir un Premier ministre. Si vous prenez un Premier ministre issu de la droite, devenu macroniste comme Sébastien Lecornu, par exemple, vous envoyez un signal politique. Ça va être un signal politique, ce Premier ministre. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a réuni lundi dernier à l'Élysée l'ensemble des partis politiques de la République. En tout cas, moi, je me posais la question. Oui, vous dites qu'il a mis la charrue avant les bœufs, non? Non, parce qu'il faut faire. Il a sa partie du boulot et le Premier ministre aura sa partie du boulot. Il a réuni l'ensemble des représentants politiques du pacte de l'arc républicain. C'était sa première, justement pour savoir les chances qu'il y avait d'avoir un socle un peu élargi et d'essayer de trouver une personnalité. Mais il doit se mettre en retrait maintenant. Exactement. C'est ce que vous lui dites ce matin, c'est, Monsieur le Président, restez à l'Élysée, laissez le Parlement et les partis faire la majorité. Exactement, et c'est ce que je pense, en tout cas ce que j'espère qu'il va faire. Il réunit tout le monde pour se dire, dans ces conditions, vu ce que les uns et les autres nous disent, qui parmi ces 4 ou 5 noms peut être Premier ministre et serait le mieux adapté. Et ensuite, et d'ailleurs il nous l'a dit lundi, ensuite c'est au Premier ministre de continuer parce que le processus ne s'arrête pas là. Après le Premier ministre, il faut des ministres. Est-ce qu'il y aura des ministres de droite et de gauche ou que des ministres de droite ou que des ministres de gauche? Michel Barnier a chuté notamment parce qu'il n'a pas pu, vu les conditions politiques, vu la taille du socle, avoir à la fois des ministres de droite et des ministres de gauche. C'est quand même ce qui tient le plus, ce qui permet le plus de durée, parce qu'on va avoir un problème de durée. Tout le monde se dit combien de temps ça va durer. Alors, c'est d'avoir des ministres de tous les partis. Monsieur Malhuret, est-ce que le président de la République, selon vous, a accepté l'idée de la cohabitation pure, c'est-à-dire
je préside, le gouvernement gouverne, et donc je nomme quelqu'un qui n'est pas de ma couleur politique et qui mènera la politique qu'il souhaite mener sous mon impulsion. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas dans une situation de cohabitation. Situation de cohabitation, on les connaît, il y a une majorité. Il y a une majorité qui n'est pas celle du président, mais il y a une majorité. Et par conséquent, aujourd'hui, le problème n'est pas celui de la cohabitation, le problème est celui de l'absence de majorité. Et par conséquent, le président, quelles sont les 3 solutions possibles ? Et d'ailleurs, Emmanuel Macron nous a exposé très clairement lundi dernier. Le premier, c'est une coalition. C'est-à-dire que vous avez des ministres de droite et de gauche qui participent au gouvernement. C'est ce que font les pays voisins. Le deuxième, c'est un pacte de gouvernement. C'est-à-dire, un programme minimum. On décide de se mettre d'accord sur un programme minimum. Et le troisième, c'est le minimum minimorum, c'est-à-dire un pacte de non-censure, pas de 49.3, pas de censure. Évidemment que dans l'échelle de ces 3 choses, la coalition est le préférable, de très loin, parce que quand tous les partis ont des ministres au gouvernement, ils sont moins tentés de jouer la division, etc. Et par conséquent, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit « Je suis face à ces 3 possibilités ». Il préférerait la première. Il aura sans doute, dans le meilleur des cas, la dernière. Mais je crois qu'il a bien intégré aujourd'hui, et notamment le fait qu'il prépare cette possibilité. Et ensuite, c'est au Premier ministre, parce que, comme je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas terminées. La nomination du Premier ministre, c'est une nouvelle négociation avec les partis politiques, et qui, cette fois, et rappelez-vous que Emmanuel Macron a laissé Michel Barnier le faire dans Monsieur Malhuret, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre qui mettra dans son gouvernement des socialistes, des républicains, des modems, des macronistes. C'est ça qu'il faut maintenant ? Je pense que ce serait la meilleure solution. Encore une fois, comme le font tous nos voisins, je pense que nous ne sommes pas, que nous sommes loin d'être prêts à le faire. Ce serait un miracle si demain nous arrivons à le faire, mais ce serait la meilleure solution. Et dans ce scénario-là, quelle serait la durée de vie du gouvernement? Michel Barnier, il a fait 3 mois. Donc, c'est un gouvernement qui peut être assez vite périssable. Oui, mais je crois que le fait d'avoir voté cette première motion de censure et de voir de comprendre ce que ça donne, de voir dans quelle situation nous sommes, et on n'a pas tout vu. Non. Vous êtes bien placé pour le savoir. On n'a pas tout vu avec les marchés, on n'a pas tout vu avec Bruxelles, etc. On n'a pas tout vu sur le plan des impasses politiques qui sont nombreuses. Je pense qu'aujourd'hui, si on a pu faire, par exemple, la réunion de lundi dernier à l'Élysée, si aujourd'hui les socialistes, les écologistes, les communistes étaient présents, c'est parce qu'ils se rendent compte que les motions de censure à répétition, ça va avoir des effets extrêmement délétères, et que la crise va être beaucoup plus forte qu'on le pense. Regardez déjà la réaction des agriculteurs, les inquiétudes des retraités, les inquiétudes sur les augmentations d'impôts, parce qu'on sera obligé de voter une loi spéciale qui ne pourra pas augmenter le barème. On est déjà dans une somme de choses que les Français ne voient pas encore, parce que c'est pas directement... Mais monsieur Malhuret, je vous arrête là. Attendez, c'est pas avec cette équipe là, ou ces configurations d'équipe, qu'on va faire des économies, hein. La période, moi je vous le dis très clairement, la période, elle va être aux dépensiers, pas aux économes, hein. Et je suis bien d'accord avec vous, et je le regrette fortement. C'est pas même le budget Barnier. On a dit par solidarité, parce qu'il faut que les institutions fonctionnent et tout, on le votera. Et en ce qui nous concerne, on l'a voté. Mais c'était un budget déjà extrêmement dépensier, des budgets d'impôts et de dépenses. Monsieur Malhuret, le Sénat passe pour être la chambre des sages. Donc un sage. Depuis que l'Assemblée nationale ne marche plus, avant le Sénat c'était les vieux cons, maintenant c'est les vieux sages. On s'en fait. J'ai pas dit vieux, mais j'ai dit sage. Quelle est l'issue, monsieur Malhuret? Il ne peut pas y avoir de dissolution avant le mois de juillet, donc au mieux une nouvelle élection au mois de septembre, qui ne garantit par ailleurs rien du tout. Ce qui a été théorisé par Jérôme Fourquet, qui reprend un chercheur anglais, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes désormais en France qui représentent peu ou prou les 3 tiers de l'Assemblée nationale et qui ne sont pas amenées à voter différemment. Donc on pourrait être dans la même configuration. Le président de la République a redit qu'il irait au terme de son mandat confié par les Français. Donc on fait quoi? Pendant 3 ans, il ne se passe plus rien, on va de crise en crise? On fait l'une des 3 solutions que je viens de vous dire. La solution de la démission du président de la République, qui est souvent évoquée, et notamment par les extrêmes, parce que de toute façon, eux, ils veulent la démission du président de la République, ils veulent la crise des institutions, ils veulent prendre le pouvoir pour instaurer un truc illibéral à la Orban ou autre. Bon. Mais la solution démission du président de la République,
elle ne résout absolument rien, puisque le lendemain, un président de la République nouveau nommé se trouvera exactement dans la même situation, il sera avec la même Assemblée nationale, et par conséquent, c'est une chimère que de penser que la démission du président de la République, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, la deuxième raison pour laquelle ce serait une mauvaise chose, c'est que si un jour ou l'autre, le président de la République, qui est quand même une des clés de voûte, et une principale clé de voûte de la Ve République, devait être amené à démissionner, je peux vous dire que on enclenche un système dans lequel ses successeurs seront exactement dans la même situation. À chaque fois, on dira désormais, c'est le président de la République qui doit démissionner. Et donc, moi, je ne conseillerais absolument pas. Je crois que Macron a raison de dire je suis là et je suis dans une des clés de voûte de ces institutions. Si par hasard il devait ne pas tenir, je pense que ce serait mauvais pour lui, bien entendu, mauvais immédiatement et mauvais pour tous ses successeurs. Donc, je pense que la solution n'est pas là. La solution, elle est faite, elle n'est pas satisfaisante. C'est la première fois que la Ve République, et c'est pas une raison pour renverser la Ve République, ça fait 60 ou 70 ans qu'elle a été d'une solidité à toute épreuve, y compris dans les cohabitations. C'est pas au moment de jeter le bébé avec le bain, mais elle est dans une de ses apories. Sans changer les institutions, est-ce qu'il ne faut pas les faire évoluer? Est-ce que introduire une dose de proportionnelle, peut-être avec une prime majoritaire, si elle n'est pas totale, est-ce que ça n'est pas une solution pour peut-être déverrouiller un petit peu cette situation? Moi, je suis traditionnellement assez défavorable à la proportionnelle, parce que l'Assemblée nationale que vous avez aujourd'hui, en définitive, c'est une Assemblée nationale que vous auriez eue depuis longtemps si vous aviez la proportionnelle. Oui. Et par conséquent, c'est pas, à mon avis, en supprimant le scrutin majoritaire et en remplaçant par la proportionnelle, que vous allez résoudre un problème qui serait posé de toute façon avec la proportionnelle. Donc, moi, vous savez, chaque fois qu'on veut résoudre un problème en changeant la Constitution, on l'a vu au cours des dernières années. Je vous signale que si on est dans cette situation aussi, c'est parce qu'il y a quelques années, on a décidé qu'on ne pouvait pas dissoudre avant. C'était pas dans la Constitution. La Constitution initiale, vous pouvez dissoudre autant de fois que vous vouliez. Et par conséquent, aujourd'hui, chaque fois que vous changez la Constitution, et c'est le prurite de tous les présidents de la République, ils veulent absolument changer la Constitution, vous rajoutez 10 problèmes que vous n'avez pas vu venir aux problèmes que vous vouliez régler. Donc je pense que changer la Constitution, comme disait Nietzsche, il faut y aller sur des pattes de colombe. Merci beaucoup Claude Malhuret d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.